Hors série, les dossiers BFM Business. Seconde édition des trophées des startups Auvergne-Rhône-Alpes. Présenté par Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce hors-série des trophées Start-up Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, deuxième édition, il y a tout juste un an, un petit peu plus tôt, c'était en mars, on vous présentait un ensemble de start-up qui avaient remporté des trophées. Bien cette année, allez, on réédite tout ça, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires, ils sont nombreux, ont réédité plus de 80 projets en compétition. Et puis 4 lauréats, ils sont avec nous, on va parler ce soir. Il y avait plusieurs domaines qui étaient cette année référencés. Il y avait les EdTech, donc tout ce qui est dans l'éducation, MedTech, la médecine et la santé, Sporttech, donc le sport, et Tourisme Tech, vous l'avez compris, le tourisme. On va vous en parler tout de suite avec nos invités. Je vous les présente dans l'ordre. Samy Kefi Jérôme, conseiller régional délégué au numérique en charge de l'e-administration à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. À vos côtés, Fabrice Romano, qui est CEO de Keranova. Bonjour Fabrice, Bonjour. On va découvrir dans un instant ce que vous faites, justement, parler des MedTech, on va en Avec parler plaisir. Avec vous. Avec nous également Aurélien Rodeau, qui est fondateur de Gamebuino. Bonjour. Voilà, il faut bien le prononcer. C'est ça, nickel. Bienvenue. Et là, on va parler, tiens, quelque chose d'assez ludique, on verra ça avec vous dans un instant. Gilliane Boyer de Muséopic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Patrice Cosset, fondateur d'Innovpulse. Voilà, j'ai été sûr de l'avoir bien prononcé. Et puis on parlera justement de ce que vous avez à côté de vous, parce que, allez, on est entre la santé Et le sport. et le sport. Voilà, on va voir avec cette orthèse. Merci à tous d'être avec nous, en tout cas. Alors, tiens, on va démarrer avec vous, Samy. La région Auvergne-Rhône-Alpes, donc grosse région, c'est la deuxième, c'est la deuxième région de création d'entreprises en France. Il y a plus de 36. Voilà, je suis dans mes chiffres. 36 pôles de compétitivité et clusters, plus de 6 milliards, presque 7 milliards d'euros d'investissement R&D, 25 000 chercheurs. Voilà, c'est plus de 20% des brevets déposés dans l'Hexagone. Donc on voit une région assez dynamique. Et donc, voilà, vous voulez célébrer. Alors, il n'y a pas que des startups, mais en tout cas, là, c'est les startups qu'on célèbre aujourd'hui. Alors c'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous l'avez dit, est une terre d'innovation. Et à travers cette deuxième édition des trophées des startups, nous souhaitions d'une part montrer que ce soit à Clermont, à Saint-Étienne, à Valence, à Lyon, Grenoble, Chambéry, il y a des pépites qui naissent et qui grandissent chaque année. Et donc notre objectif à travers cette deuxième édition, c'était de les montrer, leur donner de la visibilité, et aussi parce que l'objectif n'est pas de n'être que sur un seul événement, mais au contraire les accompagner dans la durée. Et les accompagner, je parlais des partenaires, parce qu'on sait qu'aujourd'hui pour des startups, ce qui est important, c'est oui, avoir des accompagnements de collectivités, des investisseurs, mais aussi des grandes entreprises. Et là, on est dans des domaines, donc dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la médecine, du sport, du tourisme, voilà, qui est aussi des grands partenaires de cet acabit-là, entreprises ou grandes administrations. Alors il y a d'une part des grandes entreprises comme Deloitte, Inextinso, qui vont les accompagner sur du conseil, mais au-delà de cela, l'une des richesses de Auvergne-Rhône-Alpes est justement de mettre en lien les grands groupes que nous avons, comme Michelin, comme Renault Trucks, un certain nombre de grandes entreprises ou ETI, d'une part, mais aussi les startups. Et donc cette fusion entre les intelligences de part et d'autre fait d'Auvergne-Rhône-Alpes vraiment une terre d'innovation. Alors on va parler, donc je disais 4 catégories, dans l'éducation, dans la médecine, dans le sport et dans le tourisme. On va démarrer avec vous, Aurélien Rodeau. Donc ce sont des produits électroniques, c'est une plateforme. Expliquez-nous ce que fait Gamebuino. On est dans ce domaine des EdTech. C'était, donc vous avez eu ce trophée des EdTech pour cette deuxième édition des trophées Startup Auvergne-Rhône-Alpes. Alors expliquez-nous ce que fait justement Gamebuino. Donc ça a la forme d'une console de jeu portable, ça permet de jouer à des jeux rétro. Alors j'explique pour ceux qui nous suivent en radio, voilà, ça ressemble à une petite console de jeu qui a la taille d'un smartphone. Donc une petite console de jeu, toute transparente, en bois. Avec ça, on va pouvoir jouer à Tetris, à Snake, à Pac-Man, à toute la clique. Mais c'est de l'éducation, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez créer votre premier jeu en moins d'1 heure, vous, vos enfants, sans prérequis. Pas besoin d'avoir déjà codé, pas besoin d'être fort en maths. C'est ça, le principe de Gamebuino, c'est vous apportez cette plateforme. C'est pas vous qui allez développer des jeux. On est les concepteurs de la console et de toute la plateforme pédagogique en ligne qui va permettre d'apprendre à coder en créant des jeux. Et après, les jeux sont créés par les utilisateurs. Voilà, donc c'est ça. Donc on vous rencontre, donc là il y a ces petites consoles de jeu. Et aujourd'hui, vous avez, je crois que c'est plus de 66 000 précommandes. On a lancé la console Noël dernier, on a eu 66 000 € de vente, on fait 80% d'export. Et depuis, on continue de vendre.
Et vous êtes dit, c'est mieux d'aller plutôt dans le domaine des EdTech. Il y a peut-être plus de débouchés B2B, pro, de potentiel de chiffre d'affaires que d'aller directement sur du jeu vidéo où là, il y a un marché monumental. Mais voilà, quand on est petit, pour disons que le jeu, c'est compliqué. Le jeu vidéo, c'est plus un prétexte pour arriver à intéresser les jeunes, pour arriver à rendre la programmation un peu plus intéressante. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse pénurie de développeurs en France et il faut arriver à vulgariser ça, il faut arriver à intéresser. Donc le jeu vidéo, c'est un prétexte. Nous, la finalité, c'est vraiment de vulgariser la programmation, l'électronique, le prototypage, le fait que n'importe qui puisse inventer tout et n'importe quoi. Et montrer que c'est pas si compliqué que ça d'être développeur. Voilà, faut pas avoir fait forcément 5 ans d'études d'ingénieur pour pouvoir faire des applications alors ludiques, mais ludiques éducatives aussi en ce qui concerne Gamebuino. À vos côtés, Gilliane Boyer, merci d'être avec nous. Alors Gilliane, c'était le trophée Tourisme Tech. Tourisme Tech. Voilà, je suis perdu. Il y avait tellement de trophées, il y avait ces 4 trophées, mais c'était trophée Tourisme Tech avec Muséopic. Alors là, on est dans le domaine de la culture, du musée. Tourisme au sens, voilà. Expliquez-nous ce que fait Muséopic. C'était même le domaine de la culture et des musées plus spécifiquement. Donc Muséopic, en fait, c'est une application mobile qui, quand vous êtes visiteur de musée, vous aide à en savoir plus sur les œuvres qui vous entourent. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un musée, sans doute. Oui. Vous êtes peut-être de arrêter devant certains tableaux, certaines machines, en espérant pouvoir en savoir plus, et en étant un peu frustré parce que vous pouviez y trouver. Grâce à Muséopic, ça va être assez simple. Vous pointez votre téléphone sur n'importe quelle œuvre dans un musée, que ce soit une œuvre 2D, 3D. L'application reconnaît automatiquement l'œuvre qui est en face de vous et vous donne du contenu enrichi et pertinent au regard de cette œuvre qui est dans le viseur de votre caméra. Donc ça veut dire que vous, Muséopic, vous allez travailler avec des musées, c'est eux qui vont vous offrir le contenu, c'est eux, les clients, c'est eux, ce sont les musées, alors ça peut être des musées, ça peut être aussi, j'imagine, des expositions temporaires, on va en avoir tout plein tout au long de l'été, un peu partout en France. Exactement. Donc le principe c'est ça, on vient voir Muséopic, on dit voilà, les tableaux c'est là et voilà le contenu, à vous de le saisir Exactement. Et ensuite, nous on offre une architecture technique en fait au musée et on leur donne la possibilité de digitaliser finalement toute leur collection et de créer une passerelle finalement entre les œuvres physiques et des contenus numériques. Et donc on leur offre un back-office où ils peuvent rentrer absolument n'importe quel type de média, que ce soit de la vidéo, du texte, de l'audio, etc. On peut avoir des renseignements sur l'artiste, sur son histoire. Par exemple. Et alors, ma question peut sembler un peu brutale, mais ça n'existait pas déjà, ce genre d'application. Voilà, qu'est-ce qui va faire la particularité de Muséopic? On a l'impression quand on parle comme ça, quand on vous écoute, on se dit mais personne n'y a pensé avant. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pensé à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les technologies pour faire ça sont tout juste matures. Il y a des choses qui se faisaient déjà il y a 3 ans, mais Apple a racheté l'entreprise qui faisait ça, donc ça a mis un gros coup de frein au développement de ces technologies. Aujourd'hui, il y a des choses qui sortent qui permettent... Qu'est-ce qui est compliqué dans la technologie? Ça va être la reconnaissance visuelle sur une œuvre en 3D, par exemple. Ça va être la capacité du smartphone à créer un nuage de points dans l'espace et reconnaître ce nuage de points. Le nuage de points étant l'œuvre en question. Donc ça, c'est quelque chose d'assez techniquement avancé. Oui, parce que ça, c'est important ce que vous dites. Il n'y a pas de code barre, le musée n'a pas un code barre à utiliser. On arrive devant l'œuvre, une statue, une assiette ou un tableau, hop, on le prend en photo. Donc avec l'application, ça c'est important parce qu'il existe évidemment des musées, mais il faut aller soit taper le code, soit saisir soit faire le code barre en photo. Généralement, quand je pose la question aux gens, est-ce que vous avez déjà flashé un QR code? Il y en a plein qui me disent non, je ne l'ai jamais fait, alors que c'est plutôt un geste assez simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur un geste déjà existant de la part des visiteurs de musée. Ils prennent beaucoup en photo les œuvres dans les musées. Simplement en faisant ce geste, ils peuvent accéder maintenant à plus de contenu. Et est-ce qu'on peut imaginer, on parlait tout à l'heure des contenus ludiques, j'essaie de faire le lien un peu entre chacune de vos catégories, mais de dire tiens, on va avoir je prends en photo un tableau d'un artiste, je peux avoir un contenu plutôt un peu poussé, un peu pointu, parce que la personne, on a repéré que c'était son profil, c'est un adulte, machin. Et puis pour une visite scolaire où on y est avec ses enfants, est-ce que l'enfant lui aussi on va pouvoir avoir la même version mais un peu plus légère, on va dire, de l'histoire de l'artiste, de l'histoire du tableau? On est justement en train de développer des parcours un petit peu sur mesure selon le profil de visiteur, c'est-à-dire qu'en rentrant dans un musée, il va dire je veux une visite plutôt experte, ou alors je suis avec mes enfants, je veux quelque chose de plus ludique, et l'application va réagir en fonction et du coup dévoiler des contenus spécifiques selon le profil du visiteur
dans le musée. Et alors votre business model, c'est vous le... Alors le business model aujourd'hui est assez classique, c'est-à-dire qu'on vend de la prestation à des musées. Donc on travaille notamment dans la région lyonnaise évidemment, parce qu'on est basé à Lyon, en Bretagne, on a travaillé dans la région parisienne, dans le nord de la France, donc on commence à être reconnu nationalement, donc c'est très bien pour nous. Et potentiellement, on pourrait basculer sur d'autres types de modèles économiques par la suite, qui englobent plus le visiteur, les questions des data, c'est-à-dire qu'on va savoir ce que le visiteur a aimé, ce qu'il a voulu savoir, quel contenu il a consulté, et donc pouvoir imaginer greffer des modèles économiques spécifiques liés à ça. Oui, et puis on peut imaginer même derrière, moi, je repars dans mon esprit ludique, des quiz, on peut imaginer tout un tas d'animations, notamment dans ces musées. À vos côtés, Patrice Cossé, fondateur de Innofpulse, décidément, on a Patrice Cossé, Innofpulse. Alors vous avez avec vous, alors pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est ce qu'on appelle une orthèse. Alors ça ressemble à un serpentin, mais dans un matériau. C'est quel matériau? Matériau composite, comme les avions. Composite. Et le but, c'est alors vous allez nous expliquer ça dans un instant, mais voilà, on l'enfile autour de sa jambe. Alors, si on est blessé, si on est en rééducation, on l'enfile autour de sa jambe et ça prend l'ensemble du pied et de la jambe. Racontez-nous ça. Voilà, en fait, Innofpulse, c'est une société qui propose donc des orthèses, ces dispositifs médicaux, donc à destination de personnes afin de leur redonner du mouvement. Ça, c'est le cas général. Et notre premier produit, c'est celui-ci, la destination de personnes qui ont ce qu'on appelle des pieds tombants, c'est-à-dire suite à accident de la route, accident domestique ou suite à des maladies, les personnes perdent la possibilité, en fait, de relever le pied. Le pied, il tombe en permanence. Et il faut savoir qu'il y a des personnes, ça concerne un pied, et des personnes 2 pieds en même temps. Ce qui, au quotidien, c'est risque de chute. On peut pas marcher. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'est exactement. C'est extrêmement compliqué, risque de chute, entorse permanente, et donc une très grosse limitation au niveau de l'autonomie de la personne. Il existe un domaine, en fait, des orthèses qu'on appelle des releveurs de pied, c'est-à-dire c'est maintenir le pied à 90 degrés, sauf que les orthèses existantes sont plutôt bloquantes. Je vais caricaturer en disant c'est comme s'il marchait un peu avec des bottes de ski. Donc c'est compliqué. Et nous, ce qu'on permet, en fait, c'est de permettre un mouvement, de retrouver une marche normale, d'aller de courir, et même justement de la pratique sportive comme le vélo, le tennis de table, etc. Ouais. Et alors, la même question qu'avec Gilliane, personne n'y avait pensé avant, parce qu'on sait qu'on est très fort, notamment dans la région lyonnaise, tout ce qui est matériaux composites avec tous les sports, notamment les sports de montagne, on connaît beaucoup d'entreprises autour de ça, mais personne n'avait pensé faire une orthèse, hein, c'est bien ça, c'est pas une prothèse, c'est une orthèse. Voilà, la prothèse, on remplace le membre, l'orthèse, on soutient le membre et on permet par rapport à une déficience de compenser cette déficience. Non, effectivement, on est sur. Alors, pour le coup, on a un brevet à l'international et qui est en train d'être délivré au fur et à mesure, donc c'est aussi la preuve de l'élément inventif, même à l'international. Donc non, il n'y avait pas eu cette forme-là jusqu'à présent. Alors, du sport, mais qui est un peu de la santé, on va basculer, donc vous, c'était le trophée Sportech, vers le trophée MedTech avec la société Keranova. Fabrice Romano, vous en êtes le CEO. Keranova, alors, voilà, je vous laisse raconter l'histoire parce qu'elle est assez exceptionnelle. Vous avez travaillé avec un chirurgien, notamment, qui était là lors de la remise des trophées. Alors, racontez-nous tout ça. Alors, ces 2 chirurgiens qui sont à l'hôpital Nord de Saint-Étienne sont médecins, traitent des patients, mais ils sont également chercheurs. Ils ont créé un laboratoire qui est très connu mondialement et qui est à la pointe de la recherche sur la cornée, la greffe de cornée notamment. Lors de leurs différentes recherches, ils ont collaboré avec d'autres laboratoires académiques stéphanois, notamment Suboptique, laboratoire Hubert-Curien, unité CNRS, et lors de ces rencontres entre ingénieurs et laborantins et médecins, ils ont mis au point une machine qui fait appel à une technologie qui est connue dans l'ophtalmo, qui est le laser femtoseconde, mais ils ont modifié cette technologie et ils l'ont rendue ultra rapide. Et quand j'ai découvert ça en 2014, j'ai été vraiment stupéfait. Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans ce domaine, je pensais avoir vraiment tout vu dans ce domaine, mais là, j'ai vu une machine qui était incroyable. Et donc, je leur ai dit, je crois que vous avez trouvé quelque chose d'exceptionnel et je suis certain qu'on peut en faire une machine révolutionnaire. Donc, donc vous avez imaginé, on est dans le domaine du robot médical, c'est comme ça qu'on appelle ça alors, Oui. Le rêve, en fait, c'est de proposer un jour à tout le monde, à tout patient, l'égalité des chances. Il n'y a qu'en supprimant le geste manuel, même si ce geste est noble, le geste chirurgical est un beau geste, je l'ai pratiqué moi-même, mais il n'y a qu'en supprimant l'aléa chirurgical lié à l'opérateur ou à l'endroit ou au moment qu'on arrivera à avoir une chirurgie qui sera standardisée et qui sera quasi parfaite. Aujourd'hui, le geste est maîtrisé, mais il n'est jamais parfaitement répétable. Même les très bons chirurgiens n'arrivent pas à faire exactement 2 fois la même chose. Donc, ce qu'on propose, c'est d'éliminer, de réduire, voire d'éliminer cet aléa et de rendre une chirurgie qui sera égale pour tout le monde, quel que soit l'endroit. Mais ça veut dire que le robot va apprendre du chirurgien? Comment ça se passe? Est-ce qu'il va analyser les gestes du chirurgien dans un premier temps et puis ensuite
s'y mettre et puis reproduire et puis apprendre de lui-même, voir comment perfectionner, ou dès le départ, le robot, par des algorithmes, vous réussissez à le programmer pour que déjà il ait le geste parfait? Oui, alors en fait, grâce au laser, on va supprimer vraiment des étapes de gestuelle. Le laser, grâce à la technologie ultra rapide, va faire des incisions extrêmement vite, va fragmenter le cristallin malade en quelques secondes, mais sans déplacer, sans mouvement mécanique. C'est le laser qui fait le travail. Une fois que ce travail est fait, le chirurgien n'a plus qu'à aspirer les débris du cristallin malade. Mais donc le robot sera autonome, c'est-à-dire qu'il sera doté d'intelligence, de vision, de mouvement, et il va pouvoir déterminer où est le patient, s'accoster et maintenir le globe oculaire immobile pendant toute la durée de l'opération, qui va durer 2-3 minutes maximum. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes chez Caranova pour travailler sur ce projet? Même si on l'a compris, vous êtes associé à des chirurgiens-chercheurs. Ce que j'aime dire, c'est qu'il y a 2 ans, nous étions 4 et aujourd'hui, on est 23. Donc voilà, c'est ce type de projet, Samy Kefi-Jean, que vous avez voulu récompenser à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour montrer à la fois le dynamisme, mais vous allez les accompagner, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est pas juste un one-shot, bravo, voilà un trophée. Vous allez les accompagner pendant 1 an, il va y avoir... alors certaines entreprises sont déjà bien avancées, Caranova, mais je pense que toutes ces entreprises ont besoin d'accompagnement à un moment ou à un autre, même si elles sont soit en phase au tout début de leur phase, soit elles sont déjà un peu avancées. Et c'est ce que vous proposez avec les partenaires, c'est ça? Là-dessus, Laurent Wauquiez a fixé une ambition qui est simple, c'est de faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley européenne. On part de 2 constats, parce que cette ambition est réalisable. Le premier, c'est qu'on est dans le top 5 des régions industrielles, première région industrielle de France, top 15 des régions mondiales, donc on a ce socle industriel. Et le deuxième constat, c'est qu'on a tout un écosystème digital, avec le premier cluster européen avec Digital League. On a des laboratoires de recherche à Grenoble et à Lyon. On a le design qui s'est installé à Saint-Étienne et implanté à Saint-Étienne. On a 6,5 milliards de recherche et développement, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on a vraiment tout cet écosystème qui est... Et puis vous avez des locomotives industrielles, on va dire. Allez, il y a des laboratoires pharmaceutiques. Si on va à Grenoble, il y a des ST microélectroniques. Voilà, il y a quelques locomotives pour entraîner un peu tout ça. Là-dessus, en effet, on peut trouver en Europe des régions industrielles qui sont plus fortes que nous. On peut trouver en Europe des régions qui sont plus fortes que nous dans le numérique. Mais notre force, c'est justement de combiner les deux. C'est ce que souhaite faire Laurent Wauquiez, c'est d'associer tout ce tissu industriel fort qui fait sa transformation numérique et ces startups et tous ces laboratoires de recherche. On a le campus régional du numérique où on va former des armées de codeurs et de développeurs. Donc la fusion des deux, l'association des deux, va faire de nous une région exceptionnelle pour attirer les startups et nous les accompagnerons. Et en plus, vous ajoutez à cela, c'est là où il y a le Châteauneuf-du-Pape, le Saint-Nectaire. Donc si vous êtes, vous êtes innovant et bon vivant, c'est chez nous qu'il faut s'installer. Aurélien Rodeau de Gambuino, donc cette plateforme communautaire pour développer des, alors je vais dire des jeux, non des, c'est des jeux ludiques, enfin des jeux ludiques, oui. Là, je me répète. Des jeux éducatifs plutôt. Aujourd'hui, vous ciblez qui? Est-ce que je parlais de grands de locomotives? Est-ce que vous voulez vous adosser à certains, je sais pas, soit des grands éditeurs dans l'éducation? Comment ça se passe pour vous, pour voilà, si on se projette un peu aux mois à venir? Nous, jusqu'à présent, on était sur la part lancement de produits. Maintenant, le produit industrialisé, on les fabrique par paquet de 1000, on n'a plus de problème là-dessus. On est justement sur la partie développement. Donc, on est en train de rentrer justement dans l'éducation nationale, que ce soit au niveau des lycées, parce qu'il y a des grosses réformes qui se mettent en place. Il leur faut des solutions pédagogiques, et on arrive avec une solution clé en main, aussi pour du post-bac. Donc, on a une grosse carte à jouer là-dessus, c'est nos objectifs sur les années à venir. Et puis aussi sur la vente indirecte, donc trouver des distributeurs qui vont être dans le secteur du jeu éducatif, dans le secteur de l'enseignement du code, ou même juste dans le jeu vidéo tout court. Et puis, pour faire ce développement commercial. Et dans l'enseignement, c'est attirer des filles, Samy Kefi-Jean, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis reposé vers vous sur ces trophées. On rappelle, c'est le public qui a voté, il y a eu des pitchs et tout ça, mais... Alors, l'an passé, sur la première édition, Juliette Jarry, qui est la vice-présidente au numérique, était présente sur le plateau. L'Actips, qui avait eu le coup de cœur et le trophée Green Tech, c'était une présidente. Donc là, c'est vrai qu'on s'est... C'est à partir de protéines de lait. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une deuxième édition. C'est que l'Actips va avoir un chiffre d'affaires qui va exploser parce qu'ils vont toucher un marché mondial. Mais il faut lancer un appel. Et c'est vrai que des plateformes comme Gambuino peuvent attirer un peu davantage les femmes. Sachez que Juliette Jarry, vice-présidente au numérique, a fait de moi
un apôtre sur la cause des femmes dans le numérique et le digital. Donc nous y travaillons. Aujourd'hui, ce n'est pas représentatif de tout ce qu'on fait en Auvergne-Rhône-Alpes sur cette question. Julien Noyer, la suite alors pour Muséopic, vous l'avez dit, c'est avoir toujours davantage de musées. Vous allez commencer à regarder les profils, travailler davantage sur la data. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui chez Muséopic? Aujourd'hui, on est 3. 3. Oui. Donc dans un monde de data science, il va falloir aller recruter. Voilà, c'est lancé pas de data déjà. scientist en interne encore. Alors c'est lancé, on a travaillé avec la société de transfert technologique qui s'appelle Pulsalis à Lyon et qui nous a permis de créer des partenariats avec des laboratoires de Lyon 1, de l'université, justement autour de la collecte de ces datas et du traitement de cette data, voir ce qu'on pouvait en faire, et au regard des musées, comment les musées peuvent s'emparer de cette data, et au regard des visiteurs, comment ça peut leur apporter plus, c'est-à-dire qu'on va repérer ce qu'ils ont aimé, etc., et leur proposer des contenus pertinents après leur visite, Oui, en parce que disant enrichissez un petit peu ce que vous avez vu. Par rebond, c'est ça. C'est-à-dire vous avez besoin de data scientist, d'un ingénieur pour continuer à développer la plateforme, mais par rebond, c'est les autres aussi. C'est-à-dire une fois que vous arrivez avec ce lot de données auprès du musée, dire voilà, on a les données de tous les profils pendant un an, tous les gens qui sont venus, ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont, à la limite, ce qu'ils ont aimé, et à vous maintenant de trouver le bon plan pour essayer d'en attirer davantage. Exactement, puis ça peut leur faire ressortir des patterns en termes de manque dans la scénographie, par exemple, en observant qu'il n'y a personne qui a vu le panneau qui disait tourner à droite et observer une œuvre spécifique dans une salle qui loupe tous. Donc voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais on peut imaginer qu'il y a des choses qui ressortent de cette data et qui aident les musées à améliorer l'expérience de visite de leur visite. Alors, autre domaine, donc dans Sport Tech, MedTech, voilà, on est un peu dans cet univers, Patrice Cosset, avec donc votre thèse chez InnovPulse. Voilà, la suite, c'est quoi? Alors, c'est commercialiser toujours davantage, parce que, comme vous l'avez dit, on a un nombre de patients en France qui sont atteints de ce que vous appelez donc cette maladie. J'ai pas le maladie. Alors, c'est une conséquence. On est plutôt sur une conséquence de différentes origines. J'ai évoqué les pieds tombants. Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est des maladies. Il y a ce qu'on appelle la dégénérescence neuromusculaire, perte musculaire ou perte neuronale, sclérose en plaques, myopathie, pour donner des mots. Suite à un accident. Et ça peut être également suite à un accident ou des chutes d'échelle, ou je pense sur les premières personnes à parier. Ça représente 14 000 orthèses de ce type-là remboursées par an par la Sécurité sociale française. Et pour répondre à notre question, si vous voulez, c'est que là, effectivement, pour l'instant, on était focalisé France, parce qu'il faut bien, par rapport à nos pays. Et en fait, on répond à une demande mondiale. Enfin, je veux dire, c'est pas spécifique à la France. Et justement, je parlais de brevets, c'est aussi se déployer à l'international. Donc, c'est aussi notre ambition. Fabrice Romano, Keranova, c'est ça aujourd'hui. C'était un des mots aussi qui ressortait souvent lors de cette soirée des trophées des startups Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'international. Et vous, c'est ça aujourd'hui le levier, parce que j'imagine, toujours améliorer évidemment les performances technologiques et puis là, mieux former toujours les chirurgiens qui vont l'utiliser. Mais voilà, derrière, le marché, il est à l'international. Bien sûr, les patients souffrant de cataracte dans le monde entier, il y a 25 millions de patients qui se font opérer chaque année dans le monde. Donc le marché est mondial. La cataracte reste quand même la première cause de cécité au monde. Dans les pays émergents, voilà. Alors qu'on a l'impression que ça s'opère très facilement. Exactement. Que finalement, c'est très triste. Ouais. Et peut-être que demain, la technologie permettra à certains patients d'accéder plus facilement à l'opération si elle est automatisée. Donc le marché, oui, il est international, c'est évident. On est déjà entré dans notre processus réglementaire qui va conduire notre dispositif sur le marché, mais dans quelques années. Le parcours est long pour une start-up MedTech, il faut à peu près 5 ans pour que le produit arrive sur le marché. Énorme, là, on est à mi-parcours. Donc, on va tout de suite adresser le marché européen avec le marquage CE et assez vite derrière, le marché américain qui est le deuxième marché. Oui, le marché américain est très... il est très demandeur aussi. Très demandeur, et très demandeur aussi. Ils suivent beaucoup la MedTech est assez... On trouve... Enfin, facilement. Il faut quand même y aller avec son dossier, son pitch, les bons discours derrière. Mais c'est vrai qu'au niveau des investisseurs, on parle MedTech, on parle France, on a une oreille un peu plus attentive. Oui, c'est clair. Puis la France a vraiment une bonne aura de l'autre côté de l'Atlantique. On est considéré comme innovant et en même temps, ils nous regardent de manière un peu curieuse parce qu'on arrive à faire beaucoup avec peu de moyens. Les startups américaines lèvent des centaines de millions parfois, avec des résultats parfois un peu discutables. Nous, avec nos moyens, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Et on en est très fiers, et en particulier dans notre bassin stéphanois. Vous en êtes tout, je posais la même question à chacun, là, au niveau des levées de fonds, de recherche, Fabrice Romano pour Keranova? Alors, on a eu la chance de démarrer avec une belle levée de fonds. 7 ou 8 millions, c'est ça? Alors, 7 millions au total, dont 4 dilutifs et 3 non dilutifs. Non dilutifs avec BPI, avec des banquiers, des partenaires banquiers, mais 4 millions en capital apporté par Mérieux Développement et le CEA. Donc, nous avions prévu avec ces 7 millions au début
d'aller jusqu'à l'étude clinique. C'est ce qui est en train de se passer. Donc là, on a bientôt épuisé le carburant et on va refaire le plein, voilà. avec une deuxième levée de fonds. L'appel est lancé. Aurélien Rodeau, Gembino, au niveau des financements. Nous, au niveau des financements, aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert le capital. On commence d'y réfléchir, mais on a quand même levé plus de 300 000 euros sous différentes formes. Et maintenant que c'est l'heure du développement commercial, oui, il va y avoir besoin de carburant et on embauche aussi pour ça. Accompagné par la région, vous allez bien sûr. Certainement pour être Gillian Boyer pour Muséopique, même question autour de ces financements. Pareil que pour mon collègue, on a réussi à lever quelques fonds, alors pas directement ce qui s'appelle levée de fonds au sens où vous l'entendez, mais qui nous ont permis d'amorcer un petit peu l'activité. Aujourd'hui, même chose, en fait, on se pose la question, sincèrement, pour financer justement la croissance, avoir l'ambition de pouvoir couvrir le maximum de musées en France. Il va falloir passer sans doute par de la levée de fonds, puisque c'est un marché compliqué. Tourisme Tech, ça reste c'est un écosystème en France ou voilà, vous êtes un peu isolé les uns les autres ? Oui, mais il y a plein de choses. La culture, par contre, oui. La culture, et autour de la culture. D'assez identifié, on va dire. Patrice Cosset, sur InnovPulse. Au début du projet, on a bénéficié de certains dispositifs régionaux. Il y a Innovizi, il y a des choses qui existent. On a fait partie du réseau Entreprendre, ce qui a permis, nous, de notre côté, d'établir un certain nombre de preuves scientifiques, type justement études cliniques, le brevet que j'ai évoqué. Là, on est justement en phase de levée de fonds, 300 000 euros, là, pour nous permettre de nous déployer, en tout cas dans un premier temps, sur les pays limitrophes à la France. D'accord. Voilà, c'est la démarche actuelle. Oui, vision internationale à très court terme. Samy Kefielon, vous les accompagnez évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour parler de BPI, mais enfin voilà, parce qu'il y a besoin d'argent aussi, c'est le carburant aussi. Donc ça, il y a l'innovation, mais en effet, nous sommes plein dans cette actualité, car nous venons de fêter les 1 an de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, donc coprésidée par Laurent Wauquiez et Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin. Donc c'est la simplification sur l'accès à ces dispositifs, parce que c'était trop complexe. Les startups et les entreprises ont besoin d'un interlocuteur unique, avec plusieurs portes d'entrée sur l'ensemble du territoire, mais des choses simples, lisibles, d'une part, et la région met 300 millions d'euros sur la table, là, jusqu'en 2021, avec des effets de levier de 2 à 5, soit sur des prêts pour la garantie, avec soit sur les fonds propres, soit sur la subvention. En tout cas, c'est 300 millions d'euros à travers les différents fonds d'investissement que nous co-gérons, et une ouverture sur l'international, notamment avec la Chine, avec un partenaire qui s'appelle KT, sur des tickets d'entrée de 5 à 20 millions d'euros. Et bien voilà, tout est dit. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le nom de vos sociétés, Keranova, InnovPulse, Muséopique, et puis Gembino, voilà, j'allais l'oublier, pourtant je suis sûr qu'on va tous être intéressés à aller développer tout ça. Merci à tous les quatre, puis longue vie, on vous suivra, on continuera à vous suivre évidemment sur BFM Business. Merci de nous avoir suivis pour cette deuxième édition de ces trophées Startup Région Auvergne-Rhône-Alpes. Restez avec nous sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.